commence par des images d'Ukraine. Oui, Camille Etienne, on va parler d'une victime dont on parle rarement dans cette guerre, c'est l'environnement. Alors ça paraît évidemment trivial par rapport aux milliers d'Ukrainiens qui ont été tués depuis le début de l'invasion, mais c'est un sujet. Depuis un an, des millions d'hectares de forêt ont été touchés. Les éclats d'obus, les tirs d'artillerie, les explosions de roquettes polluent les sols, les cours d'eau et les rivières. Il y a des mines partout dans les sols ukrainiens. Des centaines d'usines ont été bombardées, libérant des produits toxiques dans l'atmosphère. En fait, c'est toute la biodiversité de l'Ukraine qui est dévastée. Sur place, on est en contact avec le journaliste Guillaume Ptak. Dans les alentours de Kiev, il s'est arrêté devant cette usine de stockage qui a été pulvérisée par les frappes russes au début de l'invasion. Je me trouve actuellement sur le territoire d'une usine à Kozarovichi, dans la région de Kiev, qui a été intégralement détruite lors de la libération du village par les forces armées ukrainiennes. Donc comme vous pouvez le voir, tous les entrepôts, tous les hangars ont été détruits. Et on peut imaginer évidemment l'impact ne serait-ce que sur la qualité de l'air, puisque tout cela, comme m'expliquait le propriétaire, a brûlé pendant plusieurs jours. Guillaume reprend la route pour nous emmener cette fois dans une forêt. La semaine dernière, une roquette est tombée juste ici. 1 hectare de forêt a brûlé. Трудно поверить, что все еще горит неделю после обстрела. En fait, le problème, vous voyez, c'est la mousse. Moi, j'ai réussi à éteindre l'incendie en surface, mais ça se consume en dessous et ça se propage et ça va encore s'enflammer. А во время лета будет даже сложнее. Oui. En arrivant dans la forêt, on a croisé 2 biches un tout petit peu plus loin sur le sentier. Ça nous rappelle aussi que ce qui a brûlé, c'est pas juste végétal, c'est pas juste des arbres, mais c'est aussi un habitat pour beaucoup d'espèces animales et des espèces d'insectes aussi. Un peu plus loin, dans la ville de Demidiv, les Ukrainiens ont eux-mêmes dynamité un barrage afin d'inonder la région et freiner l'avancée des troupes russes. Une décision tactique aux conséquences écologiques. Le problème, c'est qu'en fait, donc toute cette eau que vous voyez a recouvert une plaine, mais elle s'est également infiltrée dans des habitations. Elle a également charrié des métaux lourds d'entreprises et d'usines avoisinantes. Et par conséquent, les conséquences écologiques sont également assez dramatiques. Camille Etienne, comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe en Ukraine d'un point de vue environnemental ? En fait, ça m'étonne en rien que ceux qui par leur haine détruisent nos corps intimes, nos corps sociaux incarnés par la démocratie, détruisent aussi la nature dont on fait partie. C'est un système de domination qui, là encore une fois, s'exprime dans la plus grande violence. Les deux sont liés, selon vous. Comment ? Les deux sont liés. Les deux sont la conséquence d'une même logique de domination. Et c'est précisément à ce pouvoir-là qu'il faut qu'on s'attaque. On revient en France. Oui, Camille Etienne, on l'a dit, vous êtes devenue une référence pour les militants climatiques. Vous êtes une figure médiatique, si, mais vous tenez à rester une femme de terrain. On a voulu vous voir à l'œuvre et pour ça, il fallait aller à l'Assemblée Générale du Crédit Agricole. Elle se tenait hier à Paris, à la Maison de la Mutualité. De bon matin, beaucoup de costumes, cravates, mais aussi de policiers qui anticipent peut-être une action. Julia Denis, Baptiste Aubry et Julien Sultan avaient rendez-vous avec vous à 7h30 et vous arrivez en musique. Bonjour, comment ça va ? Là, j'ai écouté Fakir, son nouvel album Talisman, pour se réveiller avant de partir embêter le Crédit Agricole. On commence la journée donc avec un de ses sons, ça s'appelle Burning, comme la planète. Vous êtes accompagné d'une autre militante très médiatisée, Hilda Flavia Nakabouye, qui a déjà parlé à l'ONU et à la COP25. Hier, elle manifestait avec vous contre ICOP, un pipeline pharaonique que Total construit en Ouganda et qui est accusé de provoquer une catastrophe écologique et humaine. In my home country, dans mon pays, plus de 100 000 personnes ont été déplacées par le projet de pipeline ICOP. Plus de 400 villages, je répète, 400 villages sont menacés par la construction de cet oléoduc. Sur votre pancarte, Crédit Agricole Stop ICOP, car le groupe bancaire est le premier bailleur et actionnaire de Total. Stop. Voilà, on arrête de donner de l'argent à des criminels. On arrête de donner de l'argent à nos dealers, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plus possible de faire ça. Donc stop, on arrête. Celui que vous priez d'arrêter de financer ces projets pétroliers, c'est le directeur général du Crédit Agricole, Philippe Brassac. Un des militants porte même un masque à son effigie. Et soudain, qui voilà ? Philippe Brassac, en chair et en os. Vous et les autres militants allez l'interpeller. Ce qui me semble assez simple, c'est d'éviter les projets pétro-gaziers quand tous les experts sont en train de dire qu'il faut arrêter l'expansion. Si je peux me permettre un dernier mot, M. Brassac, on vient de publier un sondage avec IFOP qui montre que 4 clients du Crédit Agricole sur 10 seraient prêts à fermer leur compte si le Crédit Agricole ne changeait pas ses investissements. Et on pense que c'est intéressant pour vous. C'est une bonne chose, c'est que
Une grande partie de la population est désormais sensible à la cause climatique. Nos collaborateurs aussi. Donc que nos clients soient sensibles, j'en doute pas un instant. Merci, bonne journée. Le patron du Crédit Agricole est venu vous voir pour discuter, mais vous a-t-il entendu? Vous allez écouter ce qu'elle vous conseille de faire? L'écouter toujours. Ensuite, savoir que la décision doit prendre, ça relève d'abord de l'Assemblée Générale, ça relève du Conseil d'administration et ça relève au fond d'une adaptation régulière qu'il faut faire à ce type de sujet. Ce qu'il nous dit, c'est que ça prend du temps, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Est-ce que vous comprenez que ce que vous préconisez ne se fait pas aussi facilement que vous aimeriez? Non, je suis désolée. Non, je refuse ça. Je dis pas que c'est facile, en rien c'est facile, on est bien d'accord. En revanche, il y a des choses avec lesquelles on peut pas négocier. La seule réalité, c'est les limites planétaires. C'est le fait que là, à un moment où je vous parle, au Vietnam, il fait des températures pas possibles, que l'Espagne est en train de devenir en 2023 un désert. On ne peut pas négocier avec ça. C'est les limites avec lesquelles, c'est le terrain de foot dans lequel on doit jouer. Maintenant, comment est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on habite le monde? Ça, bien sûr, il y a plein de débats démocratiques à avoir. Et plus on l'anticipe, plus on aura ce temps de la démocratie. Et donc, on subira pas les conséquences de ces décisions, on les choisira. Donc non, je sais que c'est pas évident, ça demande du temps, du travail, mais dire que c'est trop gros, que c'est trop vertigineux, quand on a ce pouvoir-là, je refuse de l'entendre. Mais on a aussi besoin d'eux, des patrons, des chefs d'entreprise. C'est pour ça que je suis là. On en parlait. Mais j'ai passé 2 heures avec lui en dehors des caméras. On a d'abord, par l'activisme, on l'avait forcé à obtenir un rendez-vous. Il a accepté de nous recevoir. On a débattu longtemps. J'ai pu lui exposer précisément tout ce qu'on lui demandait, de très concret. Et là, ensuite, en fait, on crante. C'est-à-dire que le jour de l'Assemblée générale, on vient de leur rappeler qu'en fait, on va s'assurer que tout ce qu'on a dit, ils vont l'implémenter. Et on continuera inlassablement jusqu'à ce qu'on gagne. On n'a pas d'autre choix. Donc il a fait quelques concessions? Pour l'instant, aucune. La seule concession, c'est de nous écouter. Ce qui est déjà une première étape. Il le dit, il vous écoutera toujours. Oui, non, mais moi, je serais contente à partir du moment où, en fait, ça ne m'intéresse pas juste de pouvoir déblatérer. Je veux que concrètement, on avance. Et concrètement, ce qu'on avance, c'est-à-dire qu'une des plus grandes banques françaises cesse de financer la destruction de la vie sur Terre. Ça ne me semble pas être quelque chose de complètement loufoque, en réalité, ce que je demande. Paul, on parle de quelqu'un que notre invité connaît bien. Oui, un homme contre qui vous avez déposé plainte. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Vous vous souvenez plus, mais vous aviez déposé plainte contre lui pour inaction climatique. C'est vrai. Et vous lui aviez même suggéré, dans une tribune, de suivre une formation de 20 heures sur les enjeux écologiques. Alors en attendant que la plainte aboutisse peut-être un jour, Bruno Le Maire continue de s'afficher comme un ministre conscient de la crise climatique, qui fait tout pour décarboner l'économie. Et en ce moment, il enchaîne les déplacements sur ce sujet. Comme hier, dans le Loiret, il inaugurait Apivore, une usine de steak végétal. Paul Moisson, Fanny Duvaux et Théo Palfrène ont suivi. Devant l'usine, une casserolade était tenue à bonne distance, même s'il y avait plus de gendarmes que de manifestants. Il y a du monde devant là ou pas? Quoi, les casseroles? Ouais. Bon, non, ça va. 50. On n'entend rien. Ouais, on n'entend rien. Le vent est dans le bon sens. Arrivée du ministre, serment de pogne protocolaire, Bruno Le Maire est venu pour s'afficher dans une entreprise écolo qui fabrique des steaks, nuggets et saucisses à base de protéines végétales comme alternative à la viande. C'est vraiment la banquette. Ça se cuisine bien, typiquement pour faire de la bolognaise. Ça, c'est de la protéine de poids. Il y a pas mal d'amertume. Vous pouvez sentir des notes assez vertes. Il y a de la longueur en bouche. L'entreprise est française, a une image écolo et en plus, elle crée des emplois. Forcément, Bruno Le Maire adore. Ça s'inscrit parfaitement dans la volonté qui est la nôtre avec le président de la République d'accélérer le développement de l'industrie verte sur notre territoire. L'industrie verte, impossible de s'en passer si on veut sauver la planète, c'est le credo du ministre. On entend ce que vous dites, c'est-à-dire vous pensez qu'il faut produire plus, il faut consommer plus, mais mieux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que pour préserver le climat, il faut surtout produire moins, consommer beaucoup moins? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut effectivement faire preuve de sobriété. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'ai aussi la conviction qu'on peut concilier croissance et climat. Il y a 67 millions de bouches en France à nourrir. Il faut bien manger. Le terme décroissance, c'est pas dans votre vocabulaire? Non, pas du tout, parce que je pense que c'est une illusion. Donc vive l'industrie agroalimentaire. Exactement. Celle-là, en tout cas. La décroissance, une illusion, c'est ce qu'il va répéter à tout le monde. Moi, je n'aime pas les ultras. Tous ceux qui vous disent arrêtez complètement la viande, complètement végétal. Voilà. Laissons à chacun la liberté de choix, mais pour avoir cette liberté-là, il faut offrir des alternatives. Là, vous en avez une. Des légumes du marché ou des légumes de son potager, c'est peut-être encore plus respectueux du climat. Peut-être, mais pour faire souvent des ratatouilles, parce que j'adore la ratatouille, ça prend beaucoup de temps. N'oubliez pas ça. Avant qu'il ne reparte, on lui a parlé de la tribune que vous aviez signée dans le JDD, Camille Etienne, dans laquelle, avec d'autres activistes et scientifiques, vous appeliez les ministres à se former à l'écologie afin qu'ils maîtrisent mieux les enjeux de la transition écolo.
Vous l'avez suivi cette formation? Alors je l'ai suivi en partie, je pense que c'est absolument indispensable. Ah, vous avez suivi la formation de Camille Etienne? Alors j'ai suivi la formation de l'atelier de la fresque du climat, de l'atelier 2 tonnes. Je l'ai fait suivre à tout mon cabinet et je me forme, je ne vais pas dire tous les jours, mais quasiment. Moi j'étais une bille totale sur le sujet, je ne le cache pas. Moi je m'y suis mis, j'ai 54 ans, je dirais que je m'y suis mis vers 49-50 ans. Et j'essaye de progresser tout le temps parce que c'est compliqué, ça demande des connaissances que je n'avais pas et que j'essaye d'acquérir. C'était une bille, il était ministre de l'Agriculture. Il était ministre de l'Agriculture. Et pas inquiétant cette séquence. Hein. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il a fait des progrès? Non, mais enfin, sans doute, mais on n'a plus trop le temps de potentiellement peut-être commencer à comprendre qu'il s'agit de CO2. Enfin, je suis désolée, je trouve ça indécent. Non, mais on n'est plus à l'heure de s'excuser, là. On n'est plus à l'heure de s'excuser, et je suis désolée de le répéter, mais on a demandé la permission assez gentiment pendant assez longtemps. On a signé des tribunes, on leur demande de retourner à l'école, derrière des bancs. Là, quand on a à cette place de pouvoir, qu'est ministre de l'économie, qui tient tout. Et vous comprenez aussi qu'ils doivent aussi concilier croissance et climat. Mais en rien, c'est conciliable. C'est-à-dire que c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire croissance de quoi? La croissance aujourd'hui, elle est mesurée par le PIB. C'est-à-dire que extraire des ressources supplémentaires, donc des ressources humaines, des corps, travailler plus longtemps, petit clin d'œil, extraire aussi des ressources naturelles, encore plus, pour croître. Mais pour croître, pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. En fait, pourquoi est-ce qu'on est dans cette roue comme ça? Pour quelle finalité? Une chose, est-ce qu'on a envie de travailler jusqu'à 64 ans et d'extraire toutes les forêts possibles pour fabriquer des baskets qui clignotent? Ou des cigarettes électroniques jetables au goût caramel? Ça me semble pas très intéressant. Donc pour la croissance, je suis pas certaine que ce soit vraiment quelque chose dont on a besoin. C'est aussi pour produire des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, des éoliennes. Mais ça, c'est un besoin. Après, il y a des gamins qui veulent... c'est un besoin. Donc en fait, on doit juste dire, OK, quels sont les besoins de la société? On travaille pour les subvenir. Et une fois que c'est fait, eh ben, on a du temps libre. Je vais y arriver. Il y a des gamins qui veulent aussi des baskets qui clignotent. Eh ben, on va leur montrer qu'il y a plein d'autres manières d'être stylé, d'être heureux, et qu'on n'a pas besoin de baskets. Ils voudront quand même des baskets qui clignotent. Je vous assure. Il y a des gens derrière qui disent ouais. Eh ben, on va travailler à ce que ce soit pas le cas. On va travailler à ce que ce soit pas le cas. On va changer précisément, par exemple, par la publicité, ce qui est désirable. Et puis, je tiens à dire quand même que quand vous avez vu la marque Apivore, c'est ça Apivore? Apivore. Apivore, vous avez dit ça c'est super. Non, mais c'est bien qu'il le reçoive maintenant. J'ai hâte qu'il y ait le ministre de l'Agriculture qui ait aussi fait un petit tour. Ce serait chouette, pas que de traîner qu'avec la FNSEA. Mais c'est bien de voir qu'il y a des industries qui sont capables de dire on met nos forces productives, nos ouvriers, etc., au service de quelque chose de différent. C'est important de le faire. Ça crée des emplois, en plus, regardez. Comme quoi, l'écologie ne fait pas que détruire des emplois. On peut en créer plein partout sur le territoire. Ça, c'est une bonne nouvelle.